Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à votre magazine Ça fait l'actualité, dédié pour ce soir au 2e Salon international du contenu audiovisuel. C'est le prétexte pour explorer les dynamiques actuelles de l'industrie du contenu. Le numérique a une place centrale aujourd'hui. Les cultures se croisent, les téléspectateurs demandent de plus en plus de diversité, de qualité et de nouveautés. L'audiovisuel est à un tournant. Ce salon rassemble créateurs, producteurs, financiers, innovateurs de tous les horizons afin de réimaginer l'avenir du contenu. Nous discuterons ce soir des défis et des solutions de cette nouvelle ère en ce qui concerne l'innovation, la diversité et le financement, levier indispensable pour produire des contenus ambitieux. Et ça fait l'actualité. Nous avons un élément de reportage signé Koné Siaka et juste après, nous recevons nos différentes personnes ressources sur le plateau. Acteurs de l'industrie de la production audiovisuelle et du cinéma ont l'occasion d'échanger et de partager les expériences dans leurs créneaux respectifs. Nous sommes à la 2e édition du Salon international du contenu audiovisuel à Abidjan. Thème retenu pour cette 2e édition, innovation, diversité et financement dans le secteur audiovisuel, solutions pour une nouvelle ère du contenu. La rencontre des entreprises de production, chaînes de télévision et autres fournisseurs de contenu est une initiative du ministère de la Communication. Il entend faire de la Côte d'Ivoire une plateforme de l'industrie audiovisuelle dans la sous-région, un cadre de rencontre de producteurs, distributeurs et acheteurs. 26 stands, près de 250 professionnels venus d'une vingtaine de pays et environ 3000 visiteurs sont attendus jusqu'au 7 novembre prochain. Au menu, exposition, panel, masterclass, rencontres B2B, études des cas et visites touristiques. Le Premier ministre ivoirien salue ici la mobilisation autour de l'événement. Nous sommes de retour en studio. Je vous présente nos différents invités. Madame Agnès Crédit est avec nous. Madame, bonsoir. Bonsoir, ma chère Mariam. Bonsoir. Vous êtes journaliste. Vous êtes également conseillère technique du ministre de la Communication. Et vous êtes également présidente du comité scientifique du SICA. Merci pour l'invitation, Mariam. Je vous en prie. Monsieur Alex Berger. Monsieur, bonsoir. Bonsoir, Madame Touré. Alors, vous êtes producteur, concepteur, consultant, entrepreneur dans le domaine des médias. Et puis, vous êtes également directeur général de la structure TOP. Je suis président même. Président. Oui. D'accord. Et TOP, qu'est-ce que c'est? The Originals Productions. Les productions originales. D'accord. Et donc, on suppose bien qu'elles sont d'une originalité exceptionnelle. Fulgurante. Ah oui. D'accord. Étonnante. Étonnante. Absolument. Je vous remercie d'être là. Et vous venez d'où? Alors moi, je suis américain d'origine, mais je vis à Paris et ma société est à Paris. Et c'est la première fois que je viens en Côte d'Ivoire, la première fois que je me rends en Côte d'Ivoire, et c'est pour le moment quelque chose d'assez génial. D'accord. Et quelles sont certaines des grandes productions dont vous êtes très fier? Alors, je fais ce métier depuis 40 ans, mais en matière de cinéma, j'ai pu participer à des films comme Astérix et Obélix Mission Cléopâtre, ou Prête-moi ta main, ou qui était un film pour adolescents. Et en termes de séries, j'ai fait des choses un peu plus sérieuses. Une série pour Canal+, qui s'appelle Le Bureau des légendes, qui était 5 saisons de 10 épisodes sur la géopolitique de la France au travers d'un service de renseignement, la DGSE. Et donc ça, c'était une idée de Éric Rochant et avec Mathieu Kassovitz notamment, Léa Drucker, Jean-Pierre Daroussin. Et voilà, beaucoup de choses, beaucoup de gens. Donc ça, c'était 50 heures. Et puis dernièrement, une série qui a débuté il y a quelques semaines sur Apple TV+, la première série française de Apple TV pour le monde entier. Et donc voilà, on a débuté le 20 septembre dans 120 pays. Donc ça aussi, je suis très fier, mais je suis très fier de tout ce que l'on produit. C'est même le principe de ce qu'on fait. En tout cas, merci bien. Merci de me recevoir. Je vous en prie. Monsieur Au Point Assis, alors c'est votre signature.
C'est ça. Le O, c'est pour Oh. Owo. Et vous êtes réalisateur ivoirien? Oui, jeune producteur, réalisateur ivoirien qui a eu la chance de collaborer aussi avec RTI Distribution. Donc on a notre 3e série qu'on prépare en ce moment. Et entre autres, mon premier long métrage qui est sorti l'année dernière, Taxi Warren. D'accord. Très bien. Alors, le reportage qui nous a été proposé par Kone Siaka nous résume un peu l'envergure de ce Salon international du contenu audiovisuel. Qu'est-ce que vous en avez pensé, Madame Agnès Crédit? Écoutez, nous sommes membres du cabinet de Monsieur le ministre de la Communication, donc forcément impliqués dans l'organisation de ce salon que Monsieur le ministre a porté, qui est une initiative donc, du gouvernement ivoirien, qui est donc de créer les conditions, créer un espace pour justement offrir des opportunités, c'est le mot-clé d'ailleurs de ce SICA, des opportunités justement aux professionnels du secteur, afin que ce qu'ils font soit visible et ce qu'ils sont soit aussi su, et qu'on puisse avoir donc ce marché en termes d'échange, de rencontres, de discussions, de partage d'expériences, d'enrichissement mutuel et surtout d'enrichissement personnel, pour que dans ce regard croisé, dans ces rencontres entre des professionnels d'un secteur à la fois foisonnant et en pleine ébullition, il y ait donc cette émergence d'un contenu qui soit à la fois à l'image de ce que peuvent attendre des consommateurs exigeants, mais aussi qui puisse aussi rassembler un monde de plus en plus divers et varié pour justement une création qui soit tout à fait à la fois originale, comme disait donc Alex Berger, donc à la fois originalité et personnalisée aussi, en même temps marque de fabrique de manière spécifique, pour que dans cet univers, on puisse justement découvrir un monde de créativité et d'originalité. D'accord. Alors donc, c'est le Salon international du contenu audiovisuel. D'Abidjan, il faut préciser. D'Abidjan. Tout à fait. D'accord. Alors c'est un salon qui existe dans d'autres pays également? Écoutez, ailleurs, il existe dans d'autres espaces. On a des espaces comme l'Afrique du Sud qui ont des espaces, de lieux justement de mise en lumière des contenus audiovisuels. On a des espaces certainement comme au Nigeria qui existent, mais sauf que pendant longtemps, il y a eu un lieu similaire dans la zone francophone qui a tenté donc la même aventure, qui malheureusement n'a pas pu donc poursuivre son cheminement. Donc il y a laissé un espace vide et le ministre a estimé, avec un arrière-plan, donc justement une décision du gouvernement, donc d'occuper cet espace qui est laissé vacant, parce que notre pays qui a été pendant longtemps et qui est encore un pays indispensable et incontournable dans l'expression culturelle, puisse encore pour une fois assumer donc ce rôle plein et entier qui lui offre donc de prendre en main l'émergence d'un tel espace pour que justement le contenu audiovisuel puisse être célébré, porté sur les sommets de la création, mais en même temps puisse être vendu, visible et créer les conditions pour que justement il y ait une vraie émergence et une vraie émulation dans ce domaine-là. Nous parlons ce soir d'innovation, de diversité et de financement. Première des choses que je vous propose, c'est l'état des lieux et puis poser un peu les problématiques. L'innovation dans le secteur audiovisuel. Selon vous, quelles sont les technologies qui transforment fondamentalement la manière dont l'industrie fonctionne aujourd'hui? Dans le monde ou particulièrement ici? Alors, partir d'une généralité et puis spécifier peut-être. D'accord. Alors, je pense que nous sommes en train de vivre comme cycliquement toutes les décennies des changements profonds. Alors, les changements que j'ai vécus moi dans ma vie, c'était l'ère analogique à l'ère numérique. Oui. Donc la capacité à transporter encore plus d'images. Et puis cette capacité-là a changé aussi la manière dont on racontait les histoires. Ce qui était révolutionnaire, c'était de pouvoir prendre son appareil téléphonique, d'être dans le confort de son salon, de pouvoir imaginer une histoire, de peut-être le tourner, le monter et le diffuser directement depuis le confort de son salon. Ça, c'est absolument incroyable. Et cette culture instantanée du numérique, alors a des bons côtés, des côtés évidemment moins contrôlés et moins bien. Néanmoins, c'est révolutionnaire dans l'art de raconter une histoire. Et puis, il y a maintenant encore des sauts technologiques qui arrivent, notamment sur l'intelligence artificielle, qui permet d'élaborer à partir d'une idée originale, humaine, une histoire aidée par de la technologie. Alors, c'est une aide aujourd'hui. Demain, ce sera peut-être un peu plus qu'une aide. Moi, je me rends compte à quel point producteur, c'est-à-dire on s'entoure d'êtres humains qui ont des idées, qui ont une technique d'écriture, qui savent comment calibrer une narration audiovisuelle pour intéresser un ou des publics. Mais c'est vrai que c'est quelque chose que l'on a, que l'on apprend,
et qu'une machine est en train d'apprendre. Alors, malheureusement, les machines n'ont pas toutes les données, et notamment une donnée tactile, émotionnelle, forte, qui est, à mon sens, quelque chose d'important quand nous, êtres humains, essayons de raconter des histoires. Car c'est ça, notre particularité. On aime, nous, êtres humains, on aime entendre des histoires, se réunir autour de ça. Donc la technologie aujourd'hui permet d'emmener des histoires partout, permet à beaucoup de gens de participer maintenant, même interactivement, à des histoires. Et puis, peut-être, un jour, verrons-nous des non-êtres humains, voilà, participer et créer des histoires, ou en tout cas amplifier des histoires. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle permet de compléter ce que l'être humain a inventé. Mais bon, demain, ça changera vite, puisque c'est comme ça que marche la machine. Monsieur Opoinassi, quel est votre sentiment là-dessus? Vous appartenez à une génération différente. Vous avez sûrement également vécu cette transition de l'analogique au numérique, mais est-ce que vous avez le même sentiment? Oui, pour nous, d'abord, le numérique a permis à nous, jeunes producteurs, de nous lancer, parce que, je veux dire, de ce qu'on a appris de nos professeurs, le cinéma du temps analogique et le cinéma numérique, il y a eu quand même une facilité pour nous de prendre en main aujourd'hui nos productions à cause du numérique. La facilité d'acquisition du matériel, les caméras, qui sont un peu plus abordables en termes de coûts, ce qui n'était pas le cas. Aujourd'hui, la post-production en analogique et puis au numérique, c'est le jour et la nuit. Donc le numérique a été, notre chance en fait, qui nous a donné de nous lancer tout de suite dans le cinéma, alors que la vieille école, je veux dire, il fallait quand même développer les films, aller trouver des laboratoires, c'était une grosse machinerie. Donc le numérique nous a permis, nous, avec du matériel léger, souvent avec des prix abordables, de faire notre cinéma. Et puis comme innovation aussi, je voulais ajouter les plateformes de streaming qui permettent aujourd'hui de toucher un public plus large et pour nous qui apportent quand même un poids dans la production des séries et des films aujourd'hui. Mais est-ce que cela ne demande pas des compétences différentes également? Le fait d'avoir accès à tout ce numérique, à toute cette technologie, ça ne vous demande pas d'autres aptitudes? Bien sûr, c'est pour ça qu'il y a une formation qui doit accompagner cette transition. Voilà. Moi, je connais des gens qui ont arrêté d'être ce qu'ils étaient parce qu'ils n'ont pas pu s'adapter en fait, à l'utilisation des nouvelles technologies. Donc, il y a toute une nouvelle formation, une nouvelle ère à explorer. Et comme il a dit, c'est en même temps une opportunité, mais ça peut avoir aussi des contraintes. D'accord. Alors, Madame Agnès Crédy, quel est votre regard par rapport au fait que c'est un défi et donc s'adapter à la nouvelle technologie, cette transition, comment vous la percevez? Écoutez, les professionnels vous parlent donc de nouveaux modes de production, on l'entend. Et en face, donc, il y a les nouveaux modes de consommation. Ça, c'est une réalité. Le Premier ministre, qui était donc à la cérémonie d'ouverture du CICAD ce matin, d'ailleurs, a bien précisé que la Côte d'Ivoire, c'est 58 millions de personnes abonnées, connectées donc, à téléphone mobile. Pour 30 millions d'habitants, vous imaginez qu'en fait, pour chaque Ivoirien, en gros, on a 2 plus. On a donc 2 téléphones portables. Du coup, ça nous donne des possibilités de consommer autrement. Donc, on a consommé par smartphone. Donc, les écrans changent, les modes de consommation changent. La question de l'obligation d'être assis devant une télévision n'est plus la même. D'aller au cinéma n'est plus la même. Aujourd'hui, par mon smartphone, je consomme ou en même temps, je produis et je consomme en même temps. Donc, cela amène à réfléchir sur comment les choses sont donc prises en compte dans cette évolution, dans cette mouvance, dans cette transformation qui est une réalité. Notre pays, c'est la TNT, ça ouvre des perspectives énormes. C'est des chaînes de télé avec donc des chaînes privées à côté des chaînes publiques. Donc de la consommation locale, du contenu local, il faut donc produire, il faut offrir à la demande donc de ce que les gens attendent et donc possibilités en termes de marché pour les professionnels du secteur et donc perspectives énormes. C'est en cela que le ministère comprend donc tout l'enjeu donc de créer un espace, un salon. Un salon, ça veut tout dire. À la fois espace d'échange, de marché, de mise à diffusion donc de production et puis en même temps aussi de rencontres et de partage et de réflexion sur des thématiques nouvelles comme celle dont on parle avec cette édition qui parle donc d'innovation, de diversité et des questions de financement donc dans le secteur audiovisuel et les solutions que l'Afrique pourrait donc trouver à l'ère donc du numérique. D'accord. Alors, vous l'avez dit, nous allons parler de diversité. Alors, toute cette
transition amène forcément à une diversité. Si vous deviez la définir ou la caricaturer, quelle serait cette caricature? La diversité à laquelle on devrait ou on a déjà accès aujourd'hui? Alors évidemment, la perspective d'un Européen sur la diversité est très très différente de ce que peut être la diversité ici en Côte d'Ivoire ou en Afrique de l'Ouest et plus amplement sur le continent africain. Moi, la diversité, elle est à tout point de vue un melting pot de connaissances, d'expériences et de talents. Et je pense que la diversité qui existe, en tout cas dans le métier que j'exerce plutôt sur le continent européen, c'est justement de faire appel à une multitude de cultures, d'expériences, d'histoires, et de pouvoir partager ça. Et donc cette ouverture d'esprit, de pouvoir emmener, comme le disait monsieur, beaucoup d'histoires de manière différente, de manière plus accessible. Donc, est-ce que ce n'est pas le bon moment dans cette diversité d'arriver à produire des choses qui sont diverses, d'abord dans le genre, de la fiction, du drame, de la comédie. Évidemment, moi, j'ai vu Maman aujourd'hui qui était absolument incroyable et c'est formidable de voir des talents comme ça. Cette diversité, pour moi, c'est une diversité culturelle d'abord. Une diversité qui donne un espace plus grand pour des histoires, des narrations et des narratives différentes, avec donc des choses qui peuvent intéresser. On parle toujours, quand on est producteur, d'une équation qui est toujours la même pour la fiction, qui est une idée, un cœur concept autour duquel on peut faire X nombre d'épisodes, un environnement particulier qu'on a envie d'investiguer et des personnages. Et ce sont les personnages qui font une OPA sur l'environnement, le cœur concept et l'idée. Et donc, forcément, cette diversité, c'est une diversité créative, c'est une diversité d'idées, c'est une diversité d'histoires qu'on peut aborder. Et c'est vrai, comme disait monsieur, c'est très nouveau de pouvoir donner une voix, de donner un outil ou des outils et de mettre à disposition donc des formes nouvelles narratives. Et comme disait madame, sur le volume d'abonnés, notamment en Côte d'Ivoire, c'est un, remarquable, et deux, cette accessibilité, cette culture instantanée. Voilà, je suis critique de tout, je peux tout regarder dans l'instant, permet à la fois d'avoir une vraie connexion et en même temps, on s'isole un petit peu parfois, c'est-à-dire que cette culture instantanée ne donne pas forcément la focale de la réflexion. Donc, cette diversité, c'est aussi de pouvoir englober tous ces avis, ces envies, ces différences, que ce soit démographiques, culturelles, ethniques ou autres, pour dire, alors, quelle est l'histoire qu'on a envie de raconter et à qui? Et pour finir mon propos, je pense que la diversité, c'est de bien comprendre la diversité du marché. Le fait qu'on ne s'adresse plus de manière point à point assez unique, comme ce que l'on est en train de faire aujourd'hui, mais de points à des multipoints qui eux-mêmes se parlent entre eux et échangent. Donc c'est vrai que cette diversité à la fois technique mais aussi narrative est en train de changer le monde. Alors, et vous, monsieur, au point assis, alors, je respecte vraiment la signature de votre nom. Comment vous percevez cette diversité et comment vous l'adaptez dans vos productions? Bien sûr, dans les histoires qu'on raconte, dans les récits, donc on est aujourd'hui, je veux dire que la diversité s'impose même à nous, en fait. Dans tout ce que nous faisons aujourd'hui, il faut prendre en compte l'égalité des genres, il faut prendre en compte plein de choses qu'il faut porter à l'écran, parce qu'aujourd'hui, la problématique qu'on a, c'est que chaque groupe, chaque culture veut pouvoir que le cinéma soit son miroir. Donc on ne peut pas balayer ça du revers de la main aujourd'hui. Donc il y a cette aspiration profonde à du contenu
qui parle aux gens, qui représentent leurs différences, leurs spécialités, leur culture, etc. Donc c'est ça que nous prenons en compte dans tous nos récits, dans toutes nos productions. Nous essayons d'adresser cette question de diversité à tous les niveaux. Et dans la composition de nos équipes, dans la narration de nos histoires, on ne peut pas s'empêcher aujourd'hui dans notre monde d'ignorer la diversité. Et on l'a vu même au niveau de la télévision. Avant, on avait des chaînes généralistes, mais aujourd'hui, de plus en plus, des chaînes abordent des thématiques qui touchent vraiment tous les secteurs, tous les âges, toutes les cultures, etc. D'accord. Alors, on va parler des obstacles, mais juste avant de vous redonner la parole, messieurs, madame, dites-nous quelles sont les informations qui vous remontent, ou bien sûr, quel genre d'obstacles vous travaillez pour essayer de rééquilibrer les choses? Mais déjà, le SICA naît dans un contexte de réflexion globale. Il faut pouvoir donc aborder les problématiques qui sont essentielles, notamment les questions donc, de financement, qui est une question fondamentale quand on parle de production et donc de contenu. Ça coûte parce qu'il faut pouvoir produire de la qualité. Donc la question de financement est au cœur donc, des réflexions. Et à la première édition du SICA, la question a été abordée au cours donc, du panel. Et cette fois-ci, c'est au cœur de 2 panels, de 2 sessions. Le financement vu sous l'angle du soutien institutionnel, donc des institutions de la République, avec donc la contribution des différents ministères. Et cela a été au cœur d'une conversation. Mais est-ce qu'il y a d'autres aspects d'obstacles? Parce qu'on va venir au financement. C'est essentiellement, c'est le cœur. Non, ce n'est pas essentiellement, mais aussi les questions de formation, questions de mise à niveau, vous parlez donc de compétences à acquérir. Ça, c'est important. La question de pouvoir donc rassembler dans un même espace comme à Abidjan aujourd'hui, donc des personnes qui viennent de divers horizons, parce qu'il y a la question de la mobilité, la question donc de partage, la question du respect de la différence. Ce ne sont pas des obstacles, mais c'est intégrer cette exigence de diversité qui implique la considération de l'autre comme étant existant par soi-même et ayant donc des besoins spécifiques. Donc je crois que c'est des réflexions qu'il faut mener dans une espèce d'approche de tolérance dans un monde qui est de plus en plus ouvert, mais en même temps avec par endroits des reprises identitaires qui nous amènent donc à questionner notre cohabitation avec les autres. Et ça, ce n'est pas des obstacles, mais il y a eu un débat tout à l'heure très intéressant sur la question de la narration entre un philosophe et un auteur. C'était dans les questions, ça a abordé des questions de fond. Donc je dis, c'est à la fois des lieux où on prend donc le contenu comme étant un espace qui célèbre le divertissement, mais qui derrière nous incite à une vraie réflexion profonde sur notre société, sur notre communauté de vie, sur les perspectives sur lesquelles nous nous battons donc pour assumer donc cette présence entre des générations. Donc la question de la transmission, la question de la formation, la question du respect des différences, la question de la prise en compte de la diversité, qui ne sont pas des problèmes insolubles, mais qui sont des problématiques à pouvoir aborder, mais pas en termes d'obstacles. Je pense que c'est en termes de questionnement pour enrichir justement les réflexions et voir comment justement on est capable donc de dépasser nos propres contraintes ou nos propres convictions pour justement aller à la rencontre de l'autre dans un rapport de générosité, parce que la création est vraiment l'espace de générosité par excellence. D'accord. Vous avez le même sentiment ? Alors, oui, évidemment, j'adhère à tout ce que vous dites, mais en même temps, je crois que ce que vous dites est très intéressant sur l'aspect sociologique, de pouvoir raconter des choses complexes, sociologiques, au travers d'une narration, au travers d'une histoire. C'est-à-dire de mettre des choses en perspective, c'est pas simple. Donc, vous parlez de contraintes ou de complexité. La complexité, c'est de pouvoir raconter et intéresser. C'est-à-dire comment est-ce que je vais aborder un problème sociétal de manière abordable, de manière accessible pour un plus grand nombre. Or, voilà, c'est ça le paradoxe qu'on est en train de vivre, c'est-à-dire la fragmentation des audiences. Moi, je veux qu'on me parle de moi et de mes préoccupations, de ce qui m'intéresse, de ce qui ne m'intéresse pas. Et en même temps, je dois plaire au plus grand nombre. Donc, je dois faire passer une histoire. Donc, je crois qu'il y a des changements et des contraintes aujourd'hui. C'est qu'est-ce que je peux, où sont les limites de l'exercice quand on fait une narration, quand on aborde un problème, un sujet profond, un sujet complexe. Est-ce qu'on l'aborde ou on ne l'aborde pas ? Peu importe sur quel sujet, mais ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Et je crois qu'il n'y a pas de limite. Ces contraintes sont justement une puissance encore plus forte pour aller raconter une histoire. Mais, voilà, comme faisait Molière, comme faisaient d'autres, on l'habille, on essaye de rendre une histoire ou quelque chose, une contrainte, plus simple,
où on l'enrobe. On peut utiliser l'humour, on peut utiliser la dérision, on peut utiliser l'ironie, on peut utiliser beaucoup de techniques, mais c'est vrai que c'est des contraintes supplémentaires, mais c'est forcément des challenges formidables à relever par des gens très doués qui sont, pour moi, les auteurs. Et les auteurs, j'inclus les réalisateurs, puisque ce sont les chorégraphes des écrits, tout est dans l'écriture. Et quand ce n'est pas sur la page, on a du mal à comprendre l'image. Et donc c'est vraiment important de se concentrer dans des contraintes aujourd'hui, de comprendre ce que nous devons ici, en Côte d'Ivoire, et plus largement dans le monde. On doit apprendre une technique qui est l'art du mot. Comprendre comment j'agence les mots pour faire passer une idée et ensuite toute la technique autour pour la faire exister dans l'audiovisuel. Mais le cœur du système qui est une des raisons pour lesquelles je me trouve ici, est déjà assez mature en Côte d'Ivoire. Il y a une histoire forte de comment on raconte des histoires. On a une technique ici, on a des techniciens, des réalisateurs, des comédiens. C'est absolument extraordinaire. Et donc, il faut s'adapter plus vite à un monde qui change très vite. Monsieur était en train de le dire. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, il y a des contraintes qui sont, nous ne pouvons pas être à la traîne. Et la chance de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est de sauter le pas. D'aller encore plus vite, de sauter le pas. On est déjà dans l'ère numérique. Vous avez une population de moins de 35 ans qui est gigantesque. C'est une force vive absolument incroyable et je pense que c'est une chance unique. Alors, dites-nous, vous en parliez tout à l'heure, les plateformes de streaming. Alors, ça donne un coup de fouet et ça oblige à être de plus en plus professionnel à intégrer toutes ces nouvelles données. Bien sûr, parce qu'on a l'opportunité d'atteindre un plus grand public. Donc c'est sélectif, il faut aussi, ça augmente la concurrence, parce qu'aujourd'hui, à 2-3 clics, on peut changer de série, on peut changer avant avec la télé, on est obligé de regarder un peu le long métrage ou la série, mais là, en 2-3 clics, le consommateur peut changer. Donc il faut être vraiment créatif pour pouvoir capter l'audience. Donc il y a cette concurrence-là. Maintenant, sur la diversité aussi, je voulais ajouter que nous, en tant que réalisateurs aujourd'hui, au niveau de la diversité culturelle, on rêve même. Donc, Madame Crédit disait, il y a une question de financement aussi qui peut freiner la diversité. On aimerait aller tourner même dans une diversité géographique, par exemple, que de tourner nos séries à Abidjan, pourquoi pas aller tourner dans des villes de l'intérieur. Tout ça, ça va apporter cette inclusion sociale qu'on recherche et que chacun pourra voir sa région, avoir un récit qui concerne sa région, qui concerne son peuple. Je crois que c'est vers ça qu'on doit évoluer normalement. Vous voulez ajouter quelque chose? Oui, je voudrais juste rajouter quelque chose. C'est très juste ce que vous dites et c'est très éclairant. Et en même temps, les plateformes, l'arrivée de ces plateformes doivent être quand même un peu maîtrisées. Car il faut bien comprendre, et nous l'avons vécu en France très vite, dès 2014, les plateformes sont essentiellement américaines. C'est des GAFAM, c'est donc des grandes sociétés avec des principes qui ne sont pas forcément les nôtres. Et donc, il faut pouvoir moduler, réguler et rendre mutuellement bénéfique cet apport. Donc, plus de choses à voir, plus de diversité, plus d'histoires à regarder. Mais alors, les contraintes de ça, c'est aussi, mais alors, quel est l'intérêt d'un pays pour juste, c'est pas juste de faire plus, d'avoir plus de choses à regarder, à quelques clics comme vous dites, mais mieux. Il faut pouvoir faire mieux. Et donc faire mieux, c'est de faire travailler encore plus de producteurs locaux, avec des histoires, comme vous dites, multidimensionnels et locaux. Et donc il va falloir réfléchir constamment à comment cet équilibre va se faire avec les nouveaux entrants qui n'ont pas les mêmes contraintes que ceux qui sont venus il y a 20 ans, ou il y a 15 ans, ou il y a 10 ans. Canal+ vit l'arrivée d'un Netflix, Amazon ou d'autres de manière très, très difficile parce qu'ils n'ont pas les mêmes contraintes, ils n'ont pas les mêmes régulations. Et eux le disent eux-mêmes, ah ben non, nous on est le web. Donc ce n'est pas les mêmes régulations que vous pouvez apporter. Donc il faut pouvoir mettre à jour
constamment des règles qui soient observées par tous, notamment, et c'est ce qui s'est passé en France, qui, je pense, a été leader, parce que c'était le premier marché qui a été attaqué, en fait, abordé, on ne va pas dire attaqué, qui a été alimenté par ces plateformes, c'est de pouvoir obliger à des quotas. Et les quotas? Des quotas, c'est-à-dire combien d'émissions, combien de films, combien de séries, combien de documentaires doivent être produits localement et diffusés par obligation sur ces plateformes. Pourquoi? Parce qu'on est tous des abonnés. On paye tous. Avant, on payait des impôts pour que le hertzien passe partout. Aujourd'hui, c'est nous, abonnés, qui payons l'arrivée de ces ondes chez nous, puisque par câble ou par satellite, etc., par le filaire ou par le mobile, tout ça change la dimension. Donc je crois qu'il est important aujourd'hui d'en effet réfléchir aux moyens mutuellement bénéfiques pour que ce soit formidable pour l'ensemble des spectateurs dans un pays et extrêmement bénéfique pour ceux qui fabriquent et ceux qui alimentent un pays. Parce que sinon, on perd notre culture, on perd notre identité. De regarder que des films anglo-saxons ou d'ailleurs, ou asiatiques, ou français, etc., c'est super, c'est divertissant, mais ça n'alimente pas notre culture à nous. Ce n'est pas nos histoires. Alors, ici, donc chez nous, en Côte d'Ivoire, comment est-ce que la question est abordée et puis comment est-ce qu'elle est encadrée, justement, pour trouver ce juste équilibre? Alors déjà, les chaînes privées qui sont nées depuis donc, le déploiement de la TNT en Côte d'Ivoire ont donc pour obligation de diffuser un quota, un pourcentage donc, de production locale. Ça s'est avéré, ça permet justement au local d'être toujours actif, d'être inventif, d'être créatif et d'exister et de se déployer dans ce monde concurrentiel. Donc déjà, cette exigence donc d'exister ou de coexister, ça c'est important. Deuxième élément, c'est comment on mène les réflexions. L'un des panels de SICA 2 avait un titre assez parlant, c'est David contre Goliath. Justement, face au GAFA, comment le petit David donc, affronte donc Goliath pour justement pouvoir exister, pour ne pas mourir dans un monde où justement le rouleau compresseur est tel qu'en fait, si on n'est pas réactif, on peut disparaître. Or, la question de la diversité revient encore parce que c'est dans la diversité qu'on peut réinventer un monde justement plus homogène parce qu'on est capable donc de pouvoir coexister et de manière à ce que la création puisse continuer à offrir la possibilité aux différents groupes, aux différentes exigences d'être donc comblées et satisfaites. Donc ça, c'est important de faire. Donc les réflexions. Deuxième élément à intégrer, et là, le SICA donc, offre cette opportunité, c'est en cela que le salon a encore plusieurs raisons d'être, c'est de se dire que chaque année, on va se retrouver et questionner les problématiques qui s'opposent, qui s'imposent. Parce que chaque jour qui passe nous amène à être confrontés à d'autres réalités liées à cette viralité de ce monde hyper évolutif qui donc exige qu'on soit toujours donc dans la présence, dans la réflexion, dans la correction, dans l'adaptation, dans l'adaptabilité et dans la capacité à être toujours donc, capable de réagir et donc d'être là pour ne pas disparaître. La question de la culture, la question de l'existence même des communautés et des peuples, là se pose là, en termes de contenu parce on apprécie toute l'influence que ces contenus ont sur la manière de penser, la manière de vivre, la manière de réfléchir, la manière de voir le monde. Il faut sauvegarder donc les diversités pour que ce monde-là garde toujours donc, sa beauté. Ça, c'est important. Et c'est là tout le rôle, et je reviens du SICA, qui n'est pas qu'un salon, ce n'est pas qu'un marché. C'est derrière un marché, c'est comment on continue à construire un monde habitable pour chacun d'entre nous, parce qu'on est capable de pouvoir rêver à la fois seul, mais ensemble, et parce que je suis capable, moi aussi, d'exister même dans cette communauté de vie où la machine oppressive des géants peut écraser les plus petits. Mais il faut de la place pour les petits, parce que sans petits, il n'y a pas de géants. Alors, le SICA, comment c'est structuré? On a bien compris les implications fortes et les volontés fortes, mais comment c'est structuré? Et puis, c'est sur 2 jours, cela a commencé aujourd'hui. Alors, quelles sont les grandes articulations du SICA? Alors, le SICA, on a 250 professionnels qui sont donc arrivés de 20 pays. On a le Canada, les États-Unis, la France, on a la Tunisie, on a la Turquie, on a le Kenya, on a l'Ouganda, on a l'Éthiopie, évidemment la Côte d'Ivoire qui accueille. Donc, on a
toujours diversité encore et on tient compte de cette ouverture. Terre d'hospitalité, terre d'opportunité, on ne peut qu'être un pays ouvert, donc justement, qui accueille donc le monde. Et puis derrière, donc c'est là, donc ces présences, on a des keynotes, des prises de parole par des personnes qui font autorité, qui justement témoignent de leur expérience, de leur partage, montrent dans un partage hyper généreux. Et là, dans cette salle du Palais des Congrès, on a donc des jeunes, beaucoup de jeunes professionnels, parce qu'on estime qu'il faut pouvoir donc garantir cette transmission, cet héritage qui se transmet pas une formation, mais pas une partage, mais pas ce rêve qu'on rend possible en disant à ces jeunes, vous voyez d'où je suis parti, si j'ai pu arriver là, c'est que vous êtes capable d'être aussi là un jour demain. Et là, c'est des histoires qui sont contées magnifiquement, comme celle d'Alex Berger, qui nous dit comment il est né, où il est né, comment il vit aujourd'hui, comment il s'installe dans ce monde là, où il prend sa place. On a Sidney Galam qui entend son expérience, on a Izette Pinto qui vient de la Turquie, on a Juliette Ibrahim qui vient du Ghana, on a du monde. On a Assis qui nous vient de Côte d'Ivoire, on a Alex Ogou qui nous vient de Côte d'Ivoire. On a donc à la fois ces personnes qui sont des expériences ambulantes, et puis on a ces jeunes qui arrivent avec l'ambition de pouvoir devenir comme ces personnalités, et puis donc prendre leur place aussi, mais surtout incarner leur propre vie et dire ce qu'ils sont aujourd'hui. Ça, c'est le SICA. Donc des keynotes, des prises de parole, mais vraiment portées par des personnes qui ont la voix qui s'imposent. On a des panels, des lieux de partage et de croisement d'idées. Et puis on a des masterclass. Donc vraiment transmission, formation. C'est essentiellement transmission, formation. Oh, parce que le masterclass, je veux dire, c'est le master qui vient pour faire la classe, parce que c'est le maître qui vient animer une session pour former justement des étudiants, ou alors ce qu'on appelle des jeunes professionnels, ou même des professionnels aguerris qui ont besoin d'apprendre encore, de se nourrir d'expériences des autres. Et puis on a des études de cas créatifs. L'idée, c'est de dire, une série a fait de l'effet quelque part, ou alors s'est imposé comment cette série a été pensée, elle a été conçue, elle a été réalisée, pour que justement de l'expérience des autres, ceux qui sont dans la salle ou qui viennent dans cette rencontre puissent donc se nourrir et donc partager des expériences. Donc ce sont vraiment, c'est 2 jours, mais alors hyper dense, à courir de salle à salle, mais c'est magnifique parce qu'on se croise, on ne se dépasse pas, on se croise, on attend de se parler, et puis à côté de ça, un 3e jour, fabuleux, exceptionnel, une Côte d'Ivoire, terre de tournage qui va se déployer entre la Guinée et terre pour se dévoiler dans toute sa beauté et montrer que dans ce pays, on peut faire de belles séries, de beaux films, de bons documentaires, et puis du flux, du contenu, quoi. On fait une diversité, c'est aussi la diversité, donc c'est les formats. Pour pouvoir en Côte d'Ivoire, tout faire, c'est possible de ce pays. Et je le dis, ce n'est pas un slogan, c'est vraiment à la fois cette terre d'hospitalité et d'opportunité qui justement est magnifique et s'ouvre au monde pour célébrer le contenu audiovisuel et cinématographique. Mais il y a quelque chose que j'ai remarqué, et je vous remercie, c'est que personne ne donne de leçons au SICA. Tout le monde est en train de donner des expériences, de partager. Et c'est vraiment le mot qui était... Et ce que j'ai vécu, notamment aujourd'hui, c'était ça. Personne n'est là à expliquer comment il faut faire. Tout le monde est en train d'expliquer comment ils ont réussi à faire. Et rien n'est pareil. Pas 2 épisodes ou 2 émissions ou 2 séries ou 2 films sont les mêmes. Tous les paramètres changent chaque fois. Mais les gens qui sont là sont en train de dire, voilà, je vais vous expliquer comment on a réussi à faire, comment on a rêvé à un truc qui était impossible et comment on est arrivé à le faire. Sidney Galonde a arrivé à faire ça. C'était formidable de pouvoir entendre quelqu'un qui ne venait pas de là. Moi non plus. Je n'étais pas formé, je ne connaissais personne dans ce domaine. Et c'est vrai d'entendre ces retours d'expérience et de pouvoir le partager, notamment à des jeunes gens qui sont là en train de rêver et dire non mais c'est possible. Il faut bosser beaucoup, il faut avoir... il faut être très sérieux. Il y a des paramètres qu'il va falloir factoriser, notamment sur l'avenir, mais c'est formidable. Quel élan formidable. Donc c'est vraiment un écrin assez étonnant et je fais beaucoup de salons, je fais beaucoup de conférences universitaires, etc. Franchement, il y a quelque chose d'assez unique. Vous sentez que c'est vraiment la transmission... C'est la particularité de la Côte d'Ivoire. Ah oui, c'est ça. Vous pensez que c'est vraiment la transmission du savoir et puis le fait de susciter des vocations. En fait. On lit dans les yeux des jeunes gens et notamment les classes d'étudiants qui étaient là depuis ce matin, cette envie d'avoir envie. C'est formidable de dire, alors, voilà, je n'ose pas vous aborder, mais voilà, je suis étudiant X ou Y, voilà, en technique, etc. Je dis, mais allez-y, c'est quoi la question ? Voilà, j'ai envie de faire ça, etc. Donc, tout ce qu'on peut apporter, c'est du conseil. Ce n'est pas une leçon. Tout à fait. Encore une fois, ils vont métaboliser, chacun de ces élèves va métaboliser ce qui se dit et va, je l'espère, je le souhaite, se rendre totalement
ce qu'on est en train de dire. Et donc ça, moi, c'est mon expérience. Quand très jeune, j'ai entendu des gens s'exprimer. J'ai dit, mais moi, je veux faire ça. Ça a l'air vraiment dingue. Je peux écrire sur une page et commencer à élaborer des images dans ma tête. Et puis si je l'explique bien, peut-être je peux en faire un film. Mais c'était de la magie. Donc c'est vrai que moi, j'ai vu aujourd'hui, lorsque les politiques se sont exprimés, j'ai entendu les politiques faire le lien entre l'aspect institutionnel et politique, c'est-à-dire des grandes décisions qu'il faut prendre, et la vie de ces jeunes gens qui étaient là en train de dire « Ah, donc demain, c'est possible je suis en train de construire demain, aujourd'hui. » Donc ça, c'est vraiment assez formidable. Fort. Alors, nous allons parler à présent de financement. Alors, quelles sont, selon vous, les principales sources de financement auxquelles vous avez été exposé ou bien auxquelles vous avez pu avoir accès ou qui vous auraient peut-être manqué? Le défi majeur aujourd'hui pour nous, jeunes cinéastes, reste la question du financement. Mais bon, ça va avec aussi la question de formation, d'équipement, etc. Et je crois que de plus en plus, il y a des guichets de financement qui s'ouvrent à l'international comme au niveau local. Il y a le FONSIC, il y a l'ASDM, je crois. Il y a des opportunités aujourd'hui que l'État de Côte d'Ivoire met en place pour accompagner. C'est vrai qu'on aurait voulu plus d'accessibilité, mais il y a aussi des conditions, parce que c'est de l'argent, c'est une industrie qu'il faut construire. Donc, c'est des choses qui sont en train de se mettre en place. C'est pour ça qu'on salue l'initiative du SICA, donc, qui accompagne déjà l'industrialisation. Parce que nous, c'est un métier qu'on aime, mais à faire, il faut qu'on puisse en vivre. Bien sûr. Et donc, qui dit vivre de son métier, de son art, industrialisation, accompagnement des institutions de finances, etc. Je crois que les choses vont venir lentement, mais elles sont vraiment en train de se mettre en place. Moi, je n'ai pas encore bénéficié, je veux dire, de financement. Toutes les productions, on les a fait en coproduction avec la RTI, donc RTI Distribution, qui aussi contribue déjà à nous mettre dans les conditions qu'il faut pour raconter nos histoires. Et puis aussi, il y a l'accompagnement de quelques banques sur un bon de commande, sur un contrat avec une chaîne de télé qui savent mettre aussi un financement à côté pour nous accompagner. Donc, les initiatives se multiplient. Je crois qu'avec le SICA, ça va se vulgariser et que les gens craignaient de ce que notre secteur était immatériel, industrie créative et culturelle, et les banquiers n'aimaient pas vraiment financer parce qu'il n'y avait pas de garantie. Je crois qu'aujourd'hui, les choses sont en train de se mettre en place. Il y a un fonds de garantie qui accompagne les producteurs, qui leur permet de peut-être faire des nantissements de matériel, d'équipement. On peut avoir des leviers quand même pour pousser. Notre rêve, c'est que ça s'industrialise et je crois que les bases sont en train d'être posées. Ouais. Vous avez vécu les mêmes contraintes? Bien sûr. Dans le monde entier, c'est toujours la même chose. Et je dirais que en Côte d'Ivoire, il y a déjà beaucoup de choses qui sont mises en place. Mais il faut bien comprendre la clé de tout ça, c'est la propriété intellectuelle. C'est-à-dire que lorsqu'on crée une œuvre, quand on a une idée et qu'on la structure, c'est comme d'acheter un bout de terrain. Et il faut que les financiers comprennent bien que ce qui est le plus à risque, c'est ces deniers premiers, c'est-à-dire l'argent qu'il faut mettre pour développer une idée, pour justement se poser toutes les questions que personne ne vous a posées, de donner toutes les réponses, c'est justement de pouvoir comprendre que ce n'est pas aussi immatériel que ça. Et que finalement, on est en train de viabiliser un terrain qui peut être extrêmement fertile, non seulement pour faire pousser des choses, mais même un immeuble. Et donc, c'est vrai que quand moi j'ai commencé il y a 40 ans, c'était aussi complexe que ce que vous venez de décrire. Mais maintenant, tout d'un coup, il y a un volume, cette propriété intellectuelle, l'idée de créer cet actif, donc d'avoir des fonds, comme ça a été créé aujourd'hui, il y a des fonds qui sont dédiés à ça, c'est de pouvoir faire en sorte que les producteurs puissent garder un maximum de cette propriété, de cet actif, qui, dans le futur, va être un revenu qui va alimenter le fait de développer d'autres projets pour réinjecter dans une économie qui est celle
locale et de la production. Donc, c'est toujours très important et donc il faut convaincre toujours les financiers. Il faut faire beaucoup de pédagogie pour expliquer le potentiel. Alors moi, j'ai 40 ans de métier et maintenant, comme disait un des speakers aujourd'hui, avec le track record, avec l'expérience qu'on a, avec les succès planétaires que nous avons vécus avec nos projets, le Bureau des légendes et maintenant la maison, c'est vrai que c'est plus simple. C'est-à-dire ce financement vient plutôt particulièrement. Mais il faut que nous inventions des choses pour donner confiance à ces financiers. Quel est le processus dans lequel on l'insère? Qu'est-ce qu'on a besoin de garder comme valeur, donc actif? Comment est-ce qu'on va rentrer dans une exigence mondiale pour être aux normes, etc. Et quelle est notre ambition de vente? Très bien. Donc voilà, c'est un mix de beaucoup de choses. Alors dites-nous, Madame Agnès Crézy, comment cela est encadré ici en Côte d'Ivoire? Ce sont des financements publics, privés? Il y a un apport international? Comment c'est encadré? Alors, déjà, quand on parle financement, on parle forcément de rentabilité. Rentabilisation, donc forcément marché. Donc le SICA, c'est vraiment le marché. C'est un salon, c'est aussi un marché. Et rendre possible la commercialisation donc, de ces productions. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, de manière spécifique, on a donc de plus en plus de chaînes privées, mais en plus d'autres canaux de consommation de contenu audiovisuel qui permettent justement aux producteurs, pour du secteur, de pouvoir donc avoir des lieux de commercialisation ou de diffusion, disons les choses plus finement, donc de diffusion donc de leur production. Ça, c'est déjà donc l'existant. Après, à côté de cela, on a un système d'accompagnement qui peut être rapproché d'une espèce de fonds de garantie que l'État donc met en place pour justement encadrer ou accompagner pour rassurer justement les banquiers qui, eux, sont dans une autre démarche justement pour qu'ils puissent faire connaissance d'un secteur qu'ils ne connaissent pas. Comme dit le ministre Amadou Koubali, on a toujours peur de l'inconnu. Les banques ne connaissent pas donc, ce secteur-là. Donc, comment les rassurer? C'est d'ailleurs tout l'intérêt donc, de cette double session sur le financement donc, qui a été organisée pour aujourd'hui en partie avec l'apport du financement public. Donc, comme levier justement pour booster l'apport privé. Et puis demain, ce sera donc avec les banques, les assurances et les entreprises privées qui vont donc se retrouver pour découvrir un secteur qui est rentable, parce que rentabilisable, qui est vraiment un vrai marché. Donc il faut pouvoir les rassurer de tout ça. Donc ça, les conditions sont créées. Et là, les ministres, dans leur conversation aujourd'hui, ont bien mis en exergue comment l'État, dans une forme de cercle vertueux, créer les conditions pour que chaque acteur de sa posture puisse contribuer justement à créer cet univers rassurant pour que les acteurs du privé donc, puissent investir dans un domaine qui est, je dis, rentable. Je veux dire, aujourd'hui, je crois que c'est Berger qui disait, on ne parle même pas de software, on parle du vrai pouvoir, de la puissance dominante. Je veux dire, des pays comme les États-Unis ont dominé le monde et continuent de le faire parce qu'ils ont su faire rêver avec leurs héros, avec leur contenu, avec leurs films, avec leurs séries. Donc, on a tous été plus ou moins colonisés par cet univers. Et c'est une vraie puissance économique. Hollywood, je veux dire, puissance économique. Aujourd'hui, si le Nigeria a pu se positionner comme étant pour une puissance africaine, c'est en partie grâce à Nollywood. Aujourd'hui, et Kounle l'a dit, Kounle Afolayan, qui a raconté son histoire, il naît d'un père qui est diffuseur de contenu. Lui, il décide non plus d'être diffuseur parce que son père ne possédait rien, il n'avait rien en lui. Donc lui, il devient producteur, acteur, pour être encore plus diffuseur. Alors il part donc de la production, il est diffuseur de contenu. Aujourd'hui, il a lancé sa ligne de vêtements. Je dis, il a une vraie diversification. D'accord. Donc vraiment, c'est comment être inventif. C'est comment saisir les opportunités donc, que le secteur offre. Et ce secteur qui offre du rêve, offre d'énormes possibilités, justement en termes de marché, pour des personnes qui ont une vision un peu plus large. Mais c'est un processus qui est très précis à mettre en place. Et je pense qu'il faut réinventer cet écosystème. Et c'est ce que j'ai entendu, moi, aujourd'hui. C'est cette envie de réinventer cet écosystème, de la renforcer et de l'emmener dans une ambition encore plus forte, comme celle du Nigeria. Et c'est possible. C'est en effet possible. C'est possible. Nous sommes déjà au terme de notre entretien. Le salon demain également? Oui, demain toute la journée, donc à l'Hôtel Ivoire, encore des panels, encore des keynote speakers, encore des masterclass, encore des études de cas, encore des rencontres, des enrichissements, des partages, et puis le marché en lui-même. Et puis il finira donc le 7 avec cette promenade en terre et lagune pour une Côte d'Ivoire, terre de tournage et terre d'opportunités qui s'offre donc au monde. Et en même temps qui s'est dit merci à ceux qui ont
fait le Merci voyage de si nous loin avoir pour justement reçus. partager leur expérience. Et comme a dit Alex Berger, nous ne sommes pas dans un lieu pour donner des leçons, mais c'est du partage, c'est de l'enseignement, c'est de l'expérience. Et je dis encore, c'est de la générosité, c'est de l'hospitalité. Et moi, je voudrais partager avec vous quelque chose que je ramène de notre dernière série, qui est un tote bag. Alors voilà, c'est pas notre métier, on fabrique des images, mais pour vous, je vous remercie aussi de nous avoir reçus aussi généreusement. Merci La encore. maison. Et voilà. D'accord. En tout cas, je vous remercie infiniment, Madame, Monsieur, d'être venus sur notre plateau. Nous parlons donc du Salon international du contenu audiovisuel d'Abidjan. Nous parlions d'innovation, de diversité et de financement, une solution pour une nouvelle ère du contenu. Et nous recevions Monsieur O.Assis, j'insiste parce que c'est votre signature. Merci. Non, c'est O. Oui. O, mais on dit O.Assis. C'est ça. Et j'insiste là-dessus, c'est votre signature. Vous êtes producteur et réalisateur ivoirien. Nous recevions également Monsieur Alex Berger. Je vous remercie infiniment. Et pour ce magnifique cadeau également, je vous remercie. Vous êtes producteur, concepteur, consultant, entrepreneur dans le domaine des médias et puis PDG de TOP. C'est bien cela. Merci de nous avoir reçus. Je vous en prie, merci. Et Madame Agnès Crédit, qui est donc journaliste. Vous êtes également conseillère technique du ministre de la Communication. Vous êtes également présidente du comité scientifique du SICA. C'était un plaisir d'être venu faire ce contenu avec vous. Je vous remercie infiniment. Madame, monsieur, et demain, vous pouvez encore aller très nombreux vous informer et puis déceler, pourquoi pas, une vocation. Infiniment merci de nous avoir suivis. Bonsoir. Merci.